Modem Radio Poker, votre émission 100% poker, invité, news vidéo, analyse et technique. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Modem Radio Poker. Bonjour Rodolphe. Bonjour Sébastien. Au programme de cette émission, aujourd'hui nous parlerons du tournoi de Dublin, commenté par notre invité Chris. Bonjour Chris. Bonjour à tous. Nous ferons aussi un rappel sur les profils des joueurs. Et avec notre invité aussi, nous commenterons quelques mains que Chris nous a réservées. Mais tout de suite, place aux news. Les news du poker. Du côté des news, Rodolphe, nous parlerons du World Series of Poker, la journée 8, l'événement 5. Europe. World Series of Poker Europe. D'accord, merci de cette précision. Avec le deuxième bracelet historique de Roger Arabédian. Roger Arabédian. Ah, le killer. Le killer, c'est moi qui avais dit ça. Le killer, son pseudo, c'est Terminator ou Big Roger, hein, c'est ça, hein, Chris? Oui, c'est ça. Ouais, donc, c'est le seul français. Du coup, il a eu son deuxième bracelet. Donc l'événement 5 effectivement des WSOP Europe, et donc c'est le seul français à avoir deux bracelets. Ah, c'est bien. On va en parler tout à l'heure dans le profil de toute façon. D'accord, et puis il y a le scandale aussi, Ultimate Beat, un film documentaire. Ouais, qui est sorti, je crois qu'il devait sortir le 22. Et donc c'est un documentaire en fait qui retrace le scandale effectivement sur la room Ultimate Bet. Dans les tricheries, Oui. c'était en fait des vieux escrocs qui ont rencontré la technologie, qui ont monté tout un business et qui n'ont pas, pour l'anecdote, qui n'ont pas été inculpés. Hein. Il y a eu des remboursements, il n'y a eu aucune plainte et personne n'a été inculpé. Hein. Maintenant, on va passer au rêve américain à deux visages. C'est aussi un autre documentaire. Tout à fait, c'est Drawing Dead. C'est en fait le destin de deux Américains. Oui, deux joueurs de poker. Alors, oui, un joueur, un ancien sportif de haut niveau qui a fait une crise cardiaque, qui a eu un problème de cœur et du coup qui s'est mis au poker et qui est devenu millionnaire. Et de l'autre côté, un jeune étudiant qui a arrêté ses études, il y a le bon et le mauvais côté, qui s'est mis au poker et du coup qui s'est ruiné. Et en fait, qui parcourt les États-Unis pour sensibiliser un petit peu les gens sur l'addiction en fait, au jeu. Foot ou poker, faut-il choisir? Ou pas. Donc PokerStars en fait a organisé un tournoi le 2 octobre avec en guest star Jean-Pierre Papin. Et donc les premiers qualifiés, enfin les personnes avec le plus haut classement sont invitées en fait à participer à un tournoi de foot avec Jean-Pierre Papin. C'est à Paris, c'est le 10 novembre je crois à 15h. D'accord. Maintenant, on va parler du main event World Series of Poker Europe, la journée 1B, événement 6, si je dis pas de bêtises, reprends-moi. Oui, non, c'est ça, impeccable. C'était en fait, à la base, moi je suivais parce que j'aime beaucoup le joueur Ludovic Laquet. Donc Oui. je suivais, j'étais super content pour lui parce que jour 1B, il était chip leader. Et puis on a eu une grosse surprise d'ailleurs. Ça s'est terminé, Chris, je crois... donc il était dans les 24 premiers, il était top 10 en stack sur la fin, quasiment le dernier jour. Oui, c'est ça. Ils étaient 24 joueurs restants. Il était encore bien, mais il a eu une rencontre où sa paire de rois a chuté à tapis pré-flop contre un As-Dame. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ça fait mal, hein. Ouais, ça a été la porte de la sortie pour lui. That's Poker, c'est un peu dommage, mais il en aura d'autres et franchement, moi je suis de tout cœur avec lui. Je suis un gros fan, je sais qu'il y arrivera. Il a fait quand même des super World Series of Poker Europe. Il termine deuxième d'un événement, pas en Hold'em, mais en Polymy Omaha. Un format mix-max où en fait plus on avançait dans le tournoi et moins il y avait de joueurs à table. Je veux dire, on commençait à 6 joueurs par table, ensuite c'était 4 joueurs par table et 2 joueurs par table. Et donc il a chuté en deuxième place contre Noah Schwartz. Maintenant, on va parler de l'Australienne Jackie Glazier qui a remporté son premier bracelet World Series of Poker au nez ou à la barbe de la française. 6 française. On avait largement le chip lead en Sur joueur 7 autres finalistes, ouais, c'est quand même... en fait, non, il y avait un petit peu plus, c'était sur l'ATF, je crois qu'il y avait je dis deux une bêtise, étrangères. alors. Non, mais il y avait 6 françaises. Non, t'as raison, il y a 6 françaises et il y a donc Glazier qui est australienne et 2 autres personnes, je crois. Je sais plus trop exactement, mais 6 françaises, quoi. On échoue. Et d'ailleurs, le heads-up, c'est contre Marilyn Valland.
Et apparemment, elle a été dominée. D'accord. Jacqueline Gassier était chaude d'action. Ouais. Elle était chip lead, elle avait un gros chip lead aussi. Elle avait un gros avantage. Et apparemment, pas de changement dans les gagnants du poker high stake. Alors pour moi, il n'y avait pas de changement. Chris, tout à l'heure, me disait qu'effectivement, il y avait un... pour moi, je voyais Victor Blum gagnant. Oui. Et Phil Ivey qui perdait encore, qui avait bien commencé en fait ce mois-là, mais qui perdait beaucoup. Et tu me disais tout à l'heure, Chris, que Isildur, il était encore broke. Bah, il y a une rumeur comme quoi donc Victor Blum a refusé de jouer quelques tables en disant comme ça que il pouvait pas au niveau de son compte en banque, c'était pas trop possible. On lance des rumeurs comme ça, mais non, mais À vérifier. Brock, pour ceux qui savent pas, hein, donc on se retrouve à 0 hein, sur le compte. Hein. J'espère qu'il m'en voudra pas quand il nous écoutera. Et maintenant, nous allons parler du projet humanitaire au Mali, qui est de rénover une école en jouant au poker, le tournoi All In for Africa. Chris, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc PokerStars.fr lance une série de 24 tournois, les FCOP, c'est le French Championship of Online Poker. Et donc il va y avoir un event avec un buy-in assez élevé, même très élevé. Ça va être un tournoi à 500 000 € garanti pour un buy-in de 2 500 €, donc, qui aura lieu donc, le 27 octobre à 21h. Il y a 2 350 € donc, dans le prize pool total, plus 150 € comme le REC. Et en fait, tout le REC sera intégralement reversé donc, pour All In for Africa. Et en plus de ça, donc PokerStars, pour chaque inscription, reverse 150 € en plus pour cette occasion. Oui, ça c'est un beau projet quand même. Très sympathique. C'est l'association Un enfant pour la paix, donc apparemment ils opèrent dans 12 pays du tiers-monde apparemment. Dont au Mali. Nous allons parler d'un autre tournoi, le tournoi Deep Stack de Jeux Passion contre le JPC, le tournoi qui est organisé le 16 et 17 novembre. Oui, c'est un tournoi qui me tient à cœur vu que je fais partie de l'association, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Et donc là, ça va vraiment pas tarder. Je veux dire, il y a 200 places. Là, il y a déjà pas mal de joueurs d'inscrits, donc dépêchez-vous. Le premier prix, quand même, c'est un ticket France Poker Series. Dans le monde du poker amateur, il n'y a pas beaucoup de tournois avec un aussi bas buy-in qui... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent offrir un ticket qui est quand même d'une valeur de 1100 €. Donc n'hésitez pas, venez, prenez du plaisir à jouer. En plus, le buy-in n'est pas cher, ça doit être une vingtaine d'euros. 25, alors si vous faites partie d'un club, je crois que c'est 20 € et 25 € si vous n'avez pas d'association derrière. Donc c'est vraiment abordable. Hein, oui, c'est vraiment abordable et c'est sur 2 jours, donc il y a moyen donc, de s'amuser, de prendre du plaisir en jouant au poker, tout en jouant sérieusement et puis d'aller chercher un beau petit ticket. En plus, c'est sur 2 jours, comme tu dis, et en plus, ça finit pas non plus à 23h du soir, ça finit à 21h, et ça, c'est très bien. Ça permet aux gens de respirer, il y a des petites pauses, et puis c'est vraiment très, très bien organisé, je trouve. Oui, il y a une très bonne organisation. À préciser également, j'ai vu avec le président du club, il disait qu'il fallait l'appeler directement, pas d'inscription sur place. C'est marqué sur la fiche, vous pouvez aller voir sur jeuxpassion.fr, mais n'oubliez pas, hein, il faut s'inscrire avant le 10 ou 11 novembre, il me semble. 10 ou 11 novembre, donc, mais vous pouvez l'appeler directement pour vous inscrire. Oui, vous aurez plus d'infos d'ailleurs sur les www.jeuxpassion.fr. Tout de suite, place au portrait du mois. Aujourd'hui, nous allons parler de Roger Arabadian. Oui, 58 ans, surnom Big Roger ou Terminator. Donc marseillais, avec spécialité le No Limit Hold'em. Donc c'est un joueur pro, hein, Texas Hold'em No Limit. Et donc il vient, comme on l'a dit tout à l'heure, de récupérer le 2e bracelet et c'est l'unique français à avoir 2 bracelets. Donc un total de gains de 4 231 000. Hein, ouais, c'est quand même énorme. C'est pas mal. Au niveau de la somme gagnée, il commence à approcher de près des joueurs américains qui jouaient depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et maintenant, place à l'analyse technique. L'analyse technique. Place maintenant aux choses sérieuses avec Chris. Chris qui va nous raconter son tournoi de Dublin, où il a fini dans les places payées et va nous présenter aussi 3 mains. Alors Chris, comment s'est passé ton tournoi à Dublin ?
Mon tournoi s'est vraiment très bien passé à Dublin. C'était un très gros événement qui a réuni 1086 personnes. Et donc, il y avait 1086 personnes qui ont payé 550 € le droit d'entrée. Et il y avait donc une belle somme qui a été générée par tout ça, qui permettait aux gagnants de repartir avec 80 000 €. C'était vraiment pas mal. Il y avait, parmi toute cette population, de nombreux joueurs réguliers de la room winamax.fr. Il y avait vraiment des très très bons joueurs. Il y avait toute la team pro, je veux dire, avec la nouvelle recrue Sylvain Lousli, dont on a parlé à la dernière émission. Il y avait David Ikitaï, Gaël Baumann, Nicolas Lévy, Ludovic Rill, il y avait tout. Mais disons qu'il y a un bon prize pool. Ça fait de l'argent quand même. Oui, c'est sûr. Et donc, on ressentait bien déjà à la période de la bulle, vu que je l'ai vécu de l'intérieur, que ça serrait les fesses. Ouais. Moi, je vais vous raconter 3 mains qui vont être étalées sur les 2 jours que j'ai joué. Moi, j'ai terminé 49e sur donc 1086 inscriptions. Ce qui est vraiment, quand même très bien sur un fil de relevé. Félicitations à toi, c'est vraiment bien. Félicitations, oui. Parce que franchement, 49e sur autant de joueurs, c'est quand même Et surtout sur un field. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un field, c'est surtout le niveau, ça représente le niveau. Un field assez relevé, c'est assez intéressant. Là, ça commence à être pas mal. Oui, et puis en plus, sur cette table-là, j'ai rencontré vraiment des très bons joueurs. J'ai rencontré une personne comme Nicolas Lemaître, alias Niles, donc, qui est un superbe joueur online. Que tu connais. Que je connais, je parle un peu avec lui maintenant depuis que je l'ai rencontré en live. Il passe le bonjour, s'il écoute. En espérant qu'il nous écoute. Donc, il a vraiment pas mal de gains et je l'ai eu toute la journée du premier jour. Juste à ma droite, c'était chaud d'action. Ouais. Et donc, en parlant de lui, je vais raconter une petite main que j'ai jouée contre lui. Donc là, ça va jouer pré-flop. Les blindes, c'est 400-800. Je suis donc UTG Under the Gun, premier de parole. Je relance à 1600 et mon ami Niles va directement pousser ses 13 000 de tapis au milieu. T'as quoi comme tapis, toi Moi, à ce moment-là, j'ai 70 000. 70 000. Donc, je suis vraiment bien sur les blindes à 400-800. Il n'y a pas de problème. Et donc, quand il va m'envoyer tapis, je vais avoir le sourire énorme vu que je dispose d'une magnifique paire d'as. Et donc, Niles va avoir As-9 de trèfle. Et lui, il a combien de tapis? Il a 13 000. 13 000, ah ouais, donc il est plus 800, il a 20 blindes. Et oui. il pousse tapis sur ta relance, en fait. Il pousse tapis parce qu'il sait que je relance beaucoup de mains. Mais il a la position sur toi. Il est en grosse blinde. Ah non, il est en grosse blinde, d'accord. Il est en grosse blinde et je suis UTG. Il sait que j'ouvre beaucoup de mains. Et puis, il a une belle main d'attaque. Donc, il va me faire coucher beaucoup de mains. Et donc, par contre, ma paire d'as, je ne la bouge pas. Ah oui, ta paire d'as, ouais. Et lui, il a As-9, c'est ça? Il a As-9 de trèfle. Et donc, sur le flop Roi 8-2, il y a moins d'1% de chance qui me craque mes As. Et un magnifique 9 à la turn lui redonne espoir. Et le 9 river. Oh là là, c'est horrible, c'est horrible. Donc, je descends avec ce coup à peu près 57 000. Et puis, le tapis moyen est à environ 40 000 à ce moment-là du tournoi. C'est le dernier niveau de la journée. Et puis... Bon, mitigé quoi, la fin du jour. À part ce coup-là, t'étais bien. Oui, mais ça va pas m'empêcher d'empacter 65 000 jetons à la fin du jour 1. Donc, on a repris le jour 2 sur les blindes 500 000. Et donc, j'ai été revenu avec 65 blindes. Donc, mon ambition déjà, c'était d'être ITM, d'être in the money, d'être dans les places payées. Et il plaçait, c'était combien les places payées en tout? Alors, il y avait 127 joueurs payés. 127, d'accord. Ouais. Et donc, le moment fatidique de la bulle arrive au niveau du jour 2, quand je vais vous présenter une deuxième main. Donc, le joueur que je vais affronter lors de ces deuxièmes mains, c'est un joueur qui s'appelle Benjamin Nico, qui est connu sur Winamax comme le pseudo Benji 92550, qui a été classé au mois de septembre deuxième meilleur joueur de tournoi de la room winamax.fr. C'était pas mon show. Voilà, c'était un super joueur, très agressif. Je l'avais eu pendant tout le jour, donc il s'est passé bien 6 heures à table. Il y a eu un historique entre nous, mais il était vraiment super agressif. Et donc là, c'est la main après que la bulle a explosé. Donc... pour faire comprendre à des personnes
le move que je fais, c'est qu'en fait, il y a 127 payés qui vont avoir 1000 euros. Ouais. Et pour le palier supplémentaire, donc il faut attendre 19 places et il y a seulement 100 euros supplémentaires De plus. pour finir 108e. Donc pour moi, ça valait vraiment pas le coup de serrer les fesses, on va dire, pour aller prendre 100 euros sur plus, un tournoi ouais, à 500 euros. Ouais. Ça aurait été 300 euros de plus, j'aurais joué différemment, mais là, les paliers sont tels Ouais, qu'il donc faut... du part, avant ta prise de décision, tu penses déjà à ça, Oui, de dire, oui, même pas à ton tournoi, enfin, tu penses au tournoi et à ce que tu vas gagner derrière, Voilà. plutôt que... Donc, on est sur les blindes 2000-8000. Je suis premier de parole, donc encore une fois, UTG. Et je dispose d'un tapis de 108 000. Et donc, Benji, lui, va avoir un tapis d'environ 350 000. Donc, sur les blindes 2000-4000, je vais relancer à 8 000. Et là, comme souvent, il me surrelance à 21 500. Donc, il fait preuve de force, mais vu son agressivité, je me dis, il est encore en move. Je vais prendre les 21 500 qu'il a mis sur la table. Je pousse mon tapis de 108 000, donc, qui représentait 27 blindes. Et lui, il Mais reste c'est quand combien même pas derrière mal. Quand il pousse les 21, il lui reste combien, tu m'as dit Il 70? reste environ 330 000. Ah ouais. Oh. Et il était énorme. Il est Ouais, monté il est- chip leader du tournoi à un moment donné avec 750 000. Ensuite, il a eu des confrontations. Il a perdu des gros pots. Et il va te coller. Et il va me coller avec un As-Dame de carreau quand j'ai 8 et 6 de carreau. Donc, je suis vraiment pas bien. Je suis à 35%. Et un flop 2-5-8 va être superbe pour moi. Puis, je vais croiser les doigts. Turn 10, River 4. Je vais remporter ce magnifique pot. Et je passe à environ 225 000 quand le tapis moyen est à 90 000. Ouais, ça te met bien. C'était un coup audacieux qui a été récompensé, même si j'étais derrière. Cette fois-ci, c'est moi qui ai chaté. Et donc, ce jour 2 donc, va très bien se passer. Je vais monter des jetons, je vais changer de table. Et je suis vraiment bien dans mon poker. Et il va arriver cette troisième main qui va être la main de mon tournoi. Je veux dire, c'est un gros pot que je vais rater, que je vais perdre. Donc, il reste 55 joueurs. Donc, le joueur qui est, on va dire, UTG plus 1, va relancer donc, sur des blindes 4 000, 8 000, il va relancer à 16 000. Et moi, en grosse blinde, je vais trouver deux magnifiques femmes, une belle paire de dames. Et je vais aller hop. On va relancer 45 000, c'est pas mal, je monte de la force. Sur un tapis de... Donc, à ce moment-là du tournoi, je demande en même temps combien est-ce que Vilain, parce que je ne connais pas son nom, donc combien est-ce que Vilain a de tapis? Il a environ 380 000 et moi j'ai 400 000. Donc ça peut, donc ça peut faire un gros pot. Et puis je me dis, s'il a un As-Dame As-Roi, ça peut être sympa de faire monter les enchères. Donc je mets 45 000, il va me payer assez facilement. Donc de là, je vais me dire, il va avoir une paire asservie, il va avoir As-Dame As-Roi, As-Valet, Roi-Dame. Voilà, ça... donc Vilain va payer. Et donc directement, le flop va m'enchanter. La dame au flop pour le brelan max. Dame de pique, 5 de trèfle, 6 de pique. Ah oui. Il n'y a pas de raison de ne pas miser. On envoie environ 40 000. Donc le vilain va me payer instantanément. Donc pour moi, il me voit sur un continuation bet standard. Donc une mise de continuation. C'est pas beaucoup, c'est 40 000 C'était exprès pour qu'ils viennent payer, quoi. Ouais, après, à ce niveau-là du tournoi, ça sert à rien de mettre énorme directement. Je veux dire, on va jouer plusieurs pots et vaut mieux faire garnir le pot. Ouais. Donc 40 000, c'est largement... T'es sur un value, de toute façon. Oui, là, de valoriser. Je suis brelan max, il me fait tapis, je paye avec... Malgré le Tu te backdoor. mets debout sur la table. Voilà, direct. exactement, je veux dire. Donc là, je mets les 45 000, il me paye. Sur la turn, un 8 qui va rien changer. Je veux dire dame 5, 6, 8, à part s'il est venu avec 7 et 9. 8, ouais, pas de pique en tout cas. Non, pas de pique. Et puis je le vois pas sur un tirage pique. Je veux dire, au niveau de son attitude à table, il n'est pas comme s'il allait chercher quelque chose. Pour moi, il me croit pas. Donc je vais lui envoyer un bon petit 70 000. Et là, il va me payer pareil dans la seconde. Donc je me dis... c'est d'accord, c'est bizarre. il doit, soit il a roi-dame, soit il a une paire de 9, une paire de 10, il se voit bien avec ça. Et puis à la river, il y a un 4 de pique qui tombe. Donc troisième pique, mais vu que je ne le vois pas sur un tirage, je fais une mise de valorisation, je mets 80 000.
Et là, il va réfléchir et puis il va me payer. Donc, je montre tout content de moi mon brelan de dame. Et là, il va me faire voir un magnifique 7-6 de cœur pour une backdoor de l'espace intersidéral qui va me clouer. Donc là, je perds un énorme pot où je redescends à 160 000 quand le tapis moyen est à 250 000. Donc, je descends à peine 20 blindes. Ça va vraiment me faire mal déjà au moral, au tapis. Et après, je vais traverser un désert de cartes qui va me faire tomber jusqu'à 12-13 blindes, où je vais sortir avec une As-10 en première oui, parole. Ce que tu me disais pré-flop. Contre Monsieur Vilain. Ah, c'est contre cette personne. Contre Monsieur Vilain. Mais il n'a pas été très gentil avec toi. C'est quoi T'es en première de parole, je crois. Voilà, je suis premier de parole, mais j'ai 12 blindes. On est 6 joueurs par table. Ouais. Donc le push est logique pour un joueur large. Il peut être un peu discutable pour un joueur serré qui va jouer les paliers. Mais pareil, là, je veux dire, il n'y avait pas encore énormément de gains à prendre. Si je grattais 3 places, il y avait peut-être de 200 € de plus à prendre. Sur un tournoi à 500 € l'entrée. Voilà. Et donc, je tombe contre Monsieur Vilain qui a As-Valet. Et hop, je perds mes 125 000 sur des blindes 5 000, 10 000. Donc voilà, c'était vraiment un tournoi très relevé avec beaucoup de sharks, des requins, des prédateurs du online, des étrangers. J'ai rencontré des joueurs allemands, suédois, irlandais. Mais malgré qu'on soit à Dublin, il y avait quand même 90% de joueurs français. L'ambiance était vraiment exceptionnelle là-bas. Et donc pour ce jour, quoi. T'es content de... je suis content de moi. Puis, pour la petite anecdote, Sylvain Lousli, dont on a parlé le mois dernier, a terminé 2e de ce tournoi. Ah oui. La nouvelle recrue Winamax a frappé fort avant sa finale des World Series. Ouais, c'est en novembre, je crois. Hein. C'est le 9. Ouais, c'est ça. C'est en novembre, je sais plus la date exacte. Mais on lui souhaite vraiment bonne chance. Et puis qu'il nous ramène un petit bracelet de champion du monde, ça fera plaisir. Ça serait pas mal. Ouais. Après la victoire, le 2e bracelet de Roger Abélian, ça serait pas mal. Oui, on parlait de requins, de serrures, etc. Et ben justement, on va en parler avec les profils et contre-stratégies. Oui, un petit rappel par rapport à la dernière émission. C'est vrai qu'on avait parlé justement de la Calling Station. On avait établi 3 profils de débutants. Calling Station, serrure, kamikaze. Voilà, qui sont très importants et qu'il faut connaître. Pour identifier l'adversaire, ça fait partie de l'analyse. On verra ça tout à l'heure dans l'astuce du pro. On vous donnera une petite astuce pour justement comment analyser un coup et comment savoir si vous rentrez dedans ou pas. Donc pour rappel, Calling Station, c'est large, c'est passif, ça colle beaucoup, ça suit beaucoup. Oui. Et c'est très optimiste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est coloré, c'est payé. C'est payé, voilà. Donc, à l'opposé de ça, vous avez la serrure, donc sélection importante de ses mains, moyennement passif, puisqu'il peut être un petit peu envoyé de temps en temps. Par contre, très pessimiste. Donc, oui, il va vraiment assurer son coup, quoi. Voilà, et puis très peureux en fait. Comme je le disais la dernière fois. Et puis, c'est pas son truc, le bluff. Ça bluffe très, très difficilement. Et encore, donc, le 3e et dernier profil, le kamikaze, donc large agressif à outrance. Oui, mais là, ça peut quand même lui porter préjudice aussi. Oui, mais c'est très dangereux parce que en fait, généralement, c'est des gens, soit effectivement, ils sont éliminés assez tôt, soit effectivement, ils accumulent des jetons et du coup, ils deviennent dangereux parce qu'ils ont beaucoup plus de jetons et c'est beaucoup plus dangereux. Enfin, c'est beaucoup plus... pas dangereux, mais Chris, toi qui es joueur large... Les joueurs larges agressifs sont beaucoup plus craints parce qu'ils vont mettre la pression constamment sur leurs adversaires. C'est ça, c'est la pression. Chercher le nom, ça met une pression énorme quand... C'est vrai et puis après, à un moment donné, on est un peu déstabilisé. Clairement. C'est leur but, de toute façon, c'est leur but. C'est le but, de déstabiliser. Le but, c'est de forcer la serrure. Voilà, c'est ça, et d'être actif, donc très optimiste aussi, par rapport... un peu comme la Calling Station, mais très agressif. Donc du coup, en fait, sur ces 3 profils, la chose qu'on peut vous conseiller, si vous voulez justement essayer de changer un peu de profil, donc ce qu'on appelle une stratégie exploitante des profils élémentaires. Les 3 profils dont on vient d'évoquer, c'est des profils élémentaires. Contre une Calling Station, il faut jouer serré agressif. Contre une serrure, il faut jouer plus large et toujours de manière agressive. Et au contraire, contre un kamikaze, il est conseillé plutôt de jouer serré passif, de le laisser
Je sais pas si tu veux rajouter un commentaire, Chris. Oui, en fait, contre les joueurs larges agressifs, vaut mieux les attraper tout simplement. On sait qu'il va relancer beaucoup de mains. Je veux dire, il ne va pas hésiter à relancer un roi 10, un roi valet. S'il y a un roi au flop et qu'on a as-roi, on peut attendre qu'il mette des jetons. Et même si on n'a pas la main max absolue, on va souvent être devant lui. Et donc, on va lui laisser mettre les jetons. Puis après, ils vont venir vers nous. Tout seul. On va peut-être passer à l'astuce du pro, justement. Oui, justement, ça concerne directement après derrière. Eh ben on y va. L'astuce du pro. Et l'astuce du pro aujourd'hui, c'est les facteurs clés de décision. On en a un petit peu évoqué, quelques-uns. La dernière, voilà, c'est ça. Mais en fait, on en avait parlé dans les toutes premières émissions sur la position, sur le tapis qu'on a, les adversaires. Là, on rajoute en fait la troisième variante à regarder avant ces cartes. C'est-à-dire donc de savoir justement bien regarder ses adversaires, de bien les analyser avant de regarder sa main et de prendre la décision. Donc en fait, il y a l'astuce en fait, ça va être une astuce de François Montmirel que j'ai retrouvé donc dans son livre Poker Cadillac. Donc pour ceux qui l'ont, vous pouvez aller le voir. Ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez l'acheter. Ça reste un très bon livre. Un classique, on va dire. Oui, un classique old school. Par contre, c'est pas trop du poker moderne, mais comme on l'a dit tout à l'heure, Roger Abédian qui est old school, à moitié, on va dire. Il est capable d'envoyer quand même des tartines avec des petites cartes. Et donc, en fait, cette astuce que j'ai récupérée dans ce livre-là, apparemment, c'était une astuce qu'il avait déjà mis dans Poker apprenez l'excellence, qui est sorti en 94. Et donc, son principe, c'est de partir d'abord. Donc, premier facteur clé de décision, c'est de regarder sa position. Donc, d'attribuer des points en fonction de sa position. Par exemple, si vous êtes en début de parole, milieu de parole ou fin de parole, de mettre 1 point, 2 points ou 3 points. Donc ça, c'est quelque chose que, en fait, je vous conseille de prendre l'habitude. C'est que pendant que les cartes sont distribuées, c'est déjà de savoir si vous allez rentrer dans le coup ou pas, c'est de regarder votre position. Déjà, vous savez, si vous êtes en fin de parole, vous mettez 3 points. Ça, on l'a déjà dit, oui. C'est vrai que la position est un facteur quand même clé. Il faut... Surtout quand on débute. Voilà. Surtout quand on débute. Après, quand on a de l'expérience, on peut jouer, on peut se permettre, surtout quand on acquiert de l'expérience post-flop. Donc une fois qu'on a le flop en visu, là effectivement... L'observation aussi des adversaires, c'est très très important. Alors ça c'est le troisième critère. Il y a beaucoup de gens qui, je trouve, de ce que je connais moi en tournoi live, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas leur tapis, qui ne savent pas au moment où ils vont rentrer dans le coup, qui ne connaissent pas leur tapis, qui ne connaissent pas leur nombre de blindes. C'est un truc, je ne sais pas si toi tu peux regarder... Non, moi je parlais de l'observation générale du joueur, un peu le comportement, comme on disait, kamikaze. Oui, mais ça c'est après. En fait, ça pendant que les... Enfin, tu peux le regarder avant, mais en règle générale, de savoir, quand les cartes sont dealées, de savoir déjà sa position et son tapis, c'est déjà hyper important. Il y a énormément de gens déjà qui ne regardent pas la position, malgré les nombreux sites, les nombreuses vidéos, les nombreux livres qui précisent que quand tu es débutant, tu dois jouer en position, c'est vraiment la base. Ensuite, il y a un truc où les gens ne pensent pas, c'est à comptabiliser en permanence leur tapis avant de rentrer un coup. Parce que c'est important, ça va être important pour la suite de savoir s'ils peuvent partir pré-flop. C'est une prise de décision. C'est vrai que je le fais pas, moi. Non, mais je te rassure, moi, il y a plein de fois où je vais pas le faire, je me fais violence et je me dis, ah oui, non, mon tapis, attends, je suis à combien ? Je vais partir, je vais doubler ou mon tribet, il va être 2 fois et demi, 3 fois le... D'ailleurs, ça a quand même permis à Chris, lors du tournoi, de savoir ce qu'il allait faire et de prendre pas mal de décisions. Oui, c'est ça. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup son tapis. Je suis toujours en train de jouer avec les jetons et je compte mon tapis à 25, à 50, à 100 près selon comment est-ce que je suis dans le tournoi. Mais il y a beaucoup de joueurs où on va relancer par exemple à 2400. Le mec, il va dire payer, il va avoir 2300 derrière. Les gens ne savent pas. C'est pour ça que c'est un critère de sélection important. Donc ça c'est pareil. Et Chris, juste une petite précision comme ça. Tu observes aussi le tapis des autres quand même, tapis moyen, pour savoir un petit peu si l'adversaire peut te coller ou alors bluffer. Oui, je regarde par rapport à ma relance à son tapis, par exemple, quelqu'un qui va avoir
10-12 blindes et qui va être en grosse blinde, moi, je vais voir la main que j'ai et je vais pas relancer si j'ai une poubelle absolue parce que je sais très bien qu'il va pouvoir me sur-relancer à tapis. Et que donc là, je vais avoir perdu une partie de mon stack, même si c'est une petite partie, c'est pas un move qui est profitable sur le long terme. Voilà. Et puis ça te permet aussi de savoir aussi à combien tu peux relancer aussi. Oui, aussi, par exemple, si j'ouvre une superbe main et je vais peut-être mettre un petit peu plus cher pour qu'il se sente plus commit au niveau de son tapis, c'est-à-dire qu'il va se sentir obligé de tout mettre. Donc là, pour en fait, c'est pareil, hein, comme pour votre position, vous pouvez vous permettre de faire ce système de points. Si vous avez un tout petit tapis, vous pouvez prendre 1 point, tapis moyen 2 points, et un gros tapis, vous mettez 3 points. Donc ça, en fait, ces deux facteurs-là, déjà, vous comptabilisez le temps que les cartes soient dealées. Déjà, si vous faites ce processus, vous savez à peu près déjà, vous avez votre quota de points. Ensuite, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, pour reprendre un peu le principe l'analyse technique de ces 2 dernières émissions sur justement le profil des joueurs. Et à partir de là, alors François Montmirel, lui, parle de chacal. Nous, on parlait de kamikaze. Hein. Moi, c'est un peu le terme que j'ai retrouvé. Qu'on retrouve un petit peu partout. Oui, plutôt surtout, kamikaze. moi, dans le livre dont je parlais la dernière fois, de Poker is War. Donc, en fait, il part du principe où si vous avez un chacal ou kamikaze à gauche, c'est plus embêtant parce que du coup, vos relances, vous ne savez pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va se coucher, est-ce qu'il va relancer. Donc, c'est la décision qui peut être beaucoup plus compliquée. Et donc, à droite ou à gauche, chacal à droite ou à gauche, ou soit à droite, et là, vous parlez derrière, donc vous avez un avantage sur lui, toujours pareil sur la position. Ou alors il n'y en a pas à votre table et c'est une table très serrée. Et donc là, pareil, vous pouvez donc vous donner 1 point, donc chaque à la gauche, c'est que vous êtes en mauvaise position, 2 points s'il y en a à droite, à gauche, et puis 3 points s'il n'y en a pas. Donc du coup, avant le coup, en fait, l'astuce, c'est quoi? C'est ça, c'est qu'avant le coup, avant de regarder vos cartes et pendant que les cartes sont dealées, vous savez déjà, vous avez les 3 quarts de l'information et ça va vous aider quand vous allez regarder votre main. Donc en fait, à partir de là, il y a un tableau qui est établi par François Montmirel qui met ça sous forme de petits drapeaux, qui met drapeau rouge de 3 à 5 points, drapeau orange de 6 à 9 points et drapeau vert de 10 à 12 points. Bon, c'est valable sur ce système-là, c'est valable en début de tournoi. En milieu de tournoi, j'aurais tendance à descendre, je dirais, de 9 à 12. Vous pouvez y aller, voire même 8. Moi, je descendrais de 8 à 12. En milieu de tournoi, vous pouvez y aller. En dessous, c'est assez dangereux. Par contre, si vous voyez que vous avez 3-4 points, si vous êtes débutant, effectivement, c'est assez dangereux. Il faut faire attention, oui. Après la dernière variable, moi j'aurais tendance, on en discutait avec Chris tout à l'heure, j'aurais tendance à être un petit peu plus large sur le... donc François Montmirel nous reprend tirage couleur ou consécutive assortie 1 point. Grosse carte ou petite paire 2 points et trio infernal 3 points. Je pense qu'on peut mettre un petit peu plus de cartes pour se mettre 3 points, non? Oui, parce que donc, là, trio infernal, il met les as, les rois, les dames. On peut élargir quand même à as, roi, as, dame au minimum, avec aussi les valets. Suité ou pas suité, c'est un plus, mais après, suité, ça représente que 3% de plus. D'accord, donc je pense que c'est un peu ce que je me disais aussi, c'est que de rajouter, effectivement, de se mettre à 3 points jusqu'à as-valet suité, un truc comme ça. Voilà, ouais. Donc du coup, en fait, si on comptabilise, si on reprend, si vous reprenez ce système de points-là, vous avez donc votre position, le tapis, les adversaires, de voir si vous avez des kamikazes à votre droite ou à votre gauche, vous comptabilisez. Avant, quand vous arrivez à votre tour, si vous avez bien regardé votre tapis, la position et les adversaires que vous aviez, du coup, vous savez déjà si vous allez rentrer dans le coup ou pas, sans regarder vos mains. Oui, et la hauteur de la main après. Et la hauteur de la main, donc c'est ce qu'on disait après... sur 1 point, vous pouvez vous donner sur un tirage couleur ou consécutive assortie, donc 1 point, grosse carte ou petite paire 2 points. Et effectivement, sur les 3 points, donc on a dit as-valet jusqu'à as-valet suité, je pense que là, ça peut... pouvez-vous mettre 3 points. Et puis, je pourrais même dire que les 3 points, on peut les mettre là-dessus. Mais pour les as et les rois, on peut même mettre directement 4 points. On ne doit pas se coucher avec les as ou les rois pré-flop, surtout s'il n'y a pas d'action avant. De toute façon, paire d'as, paire de rois, c'est de toute façon, quelles que soient les autres variables, je pense que de toute façon, vous devez relancer, vous devez rentrer. Quoi. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'il vaudra mieux mettre même plus de points. Parce que les as ou les rois,
que tu sois en premier de parole ou en fin de parole, tu vas les jouer. Ouais, le trio infernal, ce serait peut-être même 4 points. Oui. Et en dessous, 3 points où on met les as-valets suités. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Je pense que c'est la fin de notre émission. Oui, on termine effectivement sur cette petite astuce. J'espère que ça vous sera profitable et que l'émission vous a plu. Oh oui, pour moi c'était toujours un plaisir d'être invité. Merci encore, Chris. Merci d'avoir bien voulu revenir à cette émission. Moi je voudrais juste faire une petite dédicace. Allez, vas-y, je te laisse. À Lionel, bienvenue au Petit Pierre. Il n'y en avait pas une autre ? Non, le problème c'est que je t'avais dit, si j'en fais une autre, oui, à Sarah, j'espère que l'émission t'a plu. Et puis voilà, je fais un petit coucou à tous mes collègues qui ont tout compris. D'accord. C'était Modem Radio Poker. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires sur notre page YouTube, Facebook, Google+, et aussi sur notre site internet www.modemradio.fr. Rodolphe, un petit mot ? Eh bien, à la prochaine, c'était toujours un plaisir. Au mois prochain ? Au mois prochain, donc on verra peut-être les moves et une analyse technique. On va commencer à rentrer dans des choses vraiment intéressantes au niveau de la stratégie. Bonne journée à vous. Ciao. Ciao. Modem Radio Poker, une fois par mois sur votre site www.modemradio.fr.